attaquer? C'est correct, mes dents sont-ils correctes? Alors, bonjour, bon matin. Mon nom est Jennifer Mignot. Je suis l'épouse d'un ancien combattant atteint de syndrome de stress post-traumatique. À la lumière des événements des derniers jours, il nous était nécessaire pour nous, les épouses, les conjoints, conjointes et les aidants naturels de nos blessés, de se prononcer sur les recommandations qui ont été émises cette semaine par le Comité permanent des anciens combattants. J'aimerais vous présenter une consoeur d'armes, Marie-André Mallette, alors je lui cède la parole. Je vais parler en anglais, mais je suis aussi disponible en français pour pouvoir répondre aux questions après. So I'm a proud wife of a veteran who battles PTSD every day. And since December 2013, I've been Jennifer's sidekick. Even though I haven't run after Mr. Fantino, I was sure putting a lot of oxygen on her fire. We did read the report, and I can see that there's great intentions in fixing the problems that are surrounding the veterans' problems. Though it's an official document that pertains to all the pitfalls all the veterans are going through, it is still unclear on how this system will actually operate. The lack of guidelines will for sure, in my opinion, set the same tone than what DVA is actually currently taking. So for us, it represents case managers that have no guidelines, decisions that are taken arbitrarily, veterans and their families that are let down from the lack of understanding the entire dynamic of the problems, and process that will become more and more lengthy and will require more paperwork, which we surely don't need. As family who live with a veteran who battles post-traumatic stress disorder, we require concrete action. We need a plan, a pathway, some clear guidelines to reassure our veterans. Because when you know what care you're entitled to, when you know how long it's going to take, when you know you won't have to put up a battle with a bureaucracy to get the care that you're entitled to, that lowers the anxiety quite a lot. Because we are the one that lives with the anxiety, we're the one that lives with the nightmares, the sleepless night. We are the ones that recon for our husbands and wives so that our life can actually be more tolerable. When you feel that you're supported, when you feel that you have a clear idea of where you're going through, this is how it's going to help us and our vet reintegrate civilian life. We need assistance in the home to take over the work that is left back. We spouses and caregivers are the ones that have to maintain this entire household together. We have great hope that we're going to be listened to and we'll be able to receive the care that we require. We want to be included in establishing a care plan for our husbands and our family. We want to be included in the process, which we are not currently. I want to share a clear message with you. We will not abandon our veterans. We will take care of them no matter what, but the government needs to stand to us and help us assist them. Merci, Marie-André. Comme vous l'avez compris, le discours que je me bats à faire entendre depuis quelques mois, mais d'une façon beaucoup plus intense depuis quelques jours, est officiellement partagé par une autre épouse. Je veux quand même vous dire qu'il y a quand même des éléments dans ces recommandations-là qui nous ont semblé intéressants. Par exemple, il y avait une ouverture à travailler de concert avec la Défense nationale. Et en ce qui nous concerne, on croit que de travailler main dans la main avec la Défense est nécessaire, l'appui, parce que le PTSD ou le SSPT frappe non seulement nos anciens combattants, mais également des militaires actifs. Par conséquent,
on croit que tout époux, tout conjoint, tout aidant naturel, qu'il soit d'un militaire actif ou d'un aidant naturel, devrait recevoir la même formation, le même support, puisque les défis sont sensiblement les mêmes. Également, nous accueillons et nous saluons l'ouverture de services. Ça nous semblait très restrictif, mais la notion de vouloir élargir la gamme de services, nous l'accueillons. Pas à 100 % par contre. Vous devez comprendre là, que nous, là, on est des chatons dans un monde de lions. Comprenez là, qu'on est deux épouses qui avons organisé ce point de presse-là d'une façon apolitique, autonome et indépendante. On a besoin d'aide, on a besoin de support, mais depuis les événements de la semaine dernière, je ne vous cacherai pas qu'il y a un fort mouvement de solidarité, d'appui, de support qui se rend jusqu'à nous. On va profiter de l'été pour s'organiser, pour prendre le temps. Je vous rappelle qu'on est des aidants naturels, toutes les deux. Marie-Andrée est sur le marché du travail également à plein temps. Alors pour nous, c'est également un défi. Mais les veterans, veterans, are telling us, your family, stand proud. Guess what we're doing? We're standing proud and we will stand proud. Nous recommandons notamment, parce qu'on comprend qu'il y a un processus derrière tout ça, démocratique, bureaucratique, etc., puis on ne vous cachera pas là, qu'on n'est pas des spécialistes dans la nature. Mais quand même, commençons par reconnaître nos besoins, dressons un portrait de la situation des époux, des épouses, des conjointes, from coast to coast, parce que ce sont les messages que nous recevons. De Victoria, BC, à Halifax, Île-du-Prince-Édouard, de partout au Canada, on nous a contactés pour partager des histoires, des témoignages. On sait maintenant qu'on n'est vraiment pas seul. De même, j'aimerais vous souligner que le comité permanent a rencontré seul un représentant des membres de la famille. À notre avis, c'est pas assez. Donc, on sent que c'est ce qui est recommandé en ce qui concerne les familles est nettement incomplet, insuffisant. Ça ne tient pas compte de notre réalité ni nos besoins. Ce qu'on veut, ce sont des programmes qui vont être faits par et pour les conjoints, conjointes, aidantes naturelles, que ce soit pour un militaire, un vétéran ou pour quelqu'un de la GRC également, qui sont considérés des vétérans. Alors, là-dessus, je tiens aussi à vous informer que je vais contacter M. Fantino aujourd'hui. Je vais lui envoyer une invitation à ce qu'on se rencontre d'une façon officielle. Alors, je ne courrai pas après lui dans les corridors. Je vais lui envoyer un message et je l'invite à prendre le temps de nous rencontrer, de nous écouter. Et on vous tiendra au courant des développements. Je vous remercie de votre présence, puis je tiens aussi à remercier sincèrement tous les journalistes qui s'intéressent à nous, à la cause qui nous donne un droit de parole. Parce que le droit de parole, actuellement, on n'en a pas beaucoup. Et c'est très précieux. Votre support est très apprécié. Merci de nous permettre de rejoindre ceux et celles qui sont oubliés de partout au Canada. Merci. Question. On a eu le témoignage de vétérans et d'aidants naturels qui sont venus expliquer en anglais là, que leur situation était très difficile. Il y a beaucoup d'embûches. On multiplie les demandes. On nous expliquait par exemple que les prescriptions, il fallait écrire le diagnostic sur les prescriptions. Est-ce que vous vivez la même chose vous aussi? Et est-ce que alors, c'est le système dans le fond qu'il faut changer, mais en même temps, vous dites que les plans d'intervention, vous êtes exclus de ça aussi, là. Alors. Je vais te laisser répondre. Il y a beaucoup d'embûches, oui, il y a beaucoup d'embûches quand on essaie d'avoir des services avec des VA. Oui, ça devient un processus qui est extrêmement long et pénible, qui fait ressurgir beaucoup d'émotions chez nos conjoints. Est-ce que tu pourrais partager avec monsieur, par ton expérience personnelle, la prise de sang du monsieur, 26 $? OK, oui. Moi, je suis infirmière puis je suis directrice des soins dans une maison de retraite aussi. J'ai eu un résident
qui devait faire une prise de sang. Parce que moi, ne suis pas accréditée Croix-Bleue, mais je suis infirmière, je suis capable de faire une prise de sang, là. Parce que je ne suis pas accréditée Croix-Bleue, le montant qui était alloué pour faire la prise de sang ne sera pas remboursé à monsieur parce que je ne suis pas accréditée Croix-Bleue. C'est des processus comme ça qui deviennent, en mon sens, totalement ridicules. Mais c'est vrai, la lourdeur bureaucratique, je veux dire, il faut savoir au départ, là, puis je veux dire, partons juste à la source, OK? Appeler un gestionnaire de cas, recevoir juste un retour d'appel. Comprenez-vous qu'on est à la base? À la base. Le retour d'appel est difficile. On l'a vécu il y a 2 mois, mon mari et moi, quand notre case manager, notre gestionnaire de cas est venu nous rencontrer et qu'on lui a demandé clairement, comme ça, vous êtes notre allié, vous allez nous guider dans les différents programmes. Et sa réponse a été, quand on peut, parce que vous savez, nous autres mêmes, on est perdus dans les programmes. Ça, là, c'est la personne qui s'occupe de notre dossier qui nous répond ça. À la base, et Marie-André, excusez-moi, ça fait pourtant des mois qu'on se connaît. Marie-André et moi pourrons vous témoigner là-dessus, puis on ne peut pas en parler assez. Vous savez, la souffrance, elle est invisible en partant. J'ai lu des commentaires suite à des reportages d'hier, des gens qui ont dit « Ouais, mais le mari de Mme Mignot, on l'a vu, il a été capable d'y parler devant la caméra, il ne doit pas être si pire que ça. » C'est ça. C'est ça. C'est le message qui nous est envoyé tout le temps. Il ne doit pas être si pire que ça. Il est capable d'aller travailler. Mais la réalité, c'est que l'attente, la lourdeur, la difficulté d'accès au programme, moi, au cours des 8 dernières années, je peux vous dire qu'en ayant 4 enfants à la maison, un emploi à plein temps, il y a un gestionnaire de cas qui nous a dit, bien, il y a des services que monsieur aurait droit d'avoir, mais étant donné qu'il est marié avec un beau petit coup de menton, là, vous êtes capable, vous, madame? Bien, vous êtes capable, vous, madame? Moi, j'ai témoigné au comité permanent des anciens combattants en 2007, en novembre 2007. Je vous invite à aller relire mon témoignage. Il n'y a rien qui a changé depuis. Et il est temps qu'on reconnaisse, et je me tue et je martèle là-dessus, l'importance que nous avons. Si le reste du monde n'est pas capable de voir la souffrance de nos époux, nous, on la voit. Et nous, on est capable de le dire puis de l'exprimer. Donc là, il est important pour nous, les conjoints, les conjointes, les épouses, de se mobiliser, de se concerter, puis d'organiser nos actions. Et plus ça va, plus je me dis, bien, d'une façon indépendante. Joignons nos voix à celles des vétérans, mais en même temps, nous vivons une réalité aussi X, Y, Z, considérant qu'on a les enfants, on a d'autres challenges. Alors, c'est important pour nous d'être entendus, mais de faire partie également du processus décisionnel, des programmes, parce que là, il ne faudrait pas nous imposer quelque chose sans qu'on soit consulté puis qu'on fasse partie prenante de ce processus-là. Il faut que ça réponde à nos besoins. Et c'est pour ça que je dis, faites un portrait de la situation réelle. Et vous allez voir que ce n'est pas juste 2 petites femmes, là. C'est vrai à grandeur du pays. Une case manager ne devrait pas me dire ce que moi j'ai besoin, ce que mon conjoint a besoin. Mon conjoint et moi, on devrait être capable d'aller s'asseoir avec une case manager puis lui dire c'est quoi nos besoins exactement. Parce que même si on vit la même situation, moi et elle, les réalités sont sensiblement les mêmes, mais leurs besoins dans leur famille ne sont pas nécessairement les mêmes dans notre famille. C'est pas d'un programme plastique cookie-cutter qu'on a besoin. C'est un programme qui est flexible qu'on a besoin, qui va s'adapter à nos différents besoins. Moi, je travaille à temps plein, j'ai 2 enfants. Mon conjoint aide quand il peut. Mais le reste de la vie retombe sur mon dos. Les responsabilités, c'est moi qui les ai. Le gouvernement répète souvent, là, depuis plusieurs mois, qu'il a mis en place des services, des cliniques pour le syndrome post-traumatique. Quand vous entendez ça, comment vous réagissez à ça? On ne serait pas ici aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. On ne serait pas ici aujourd'hui à nous défendre puis à défendre les besoins de nos maris. Clairement. Le
Le gouvernement a dit, en parlant du rapport, qu'elle allait étudier ça puis qu'il y aurait une réponse en septembre. Vous attendez à quoi, là, de ça? Bien, on s'attend à pouvoir rencontrer peut-être M. Fantino d'ici à ce temps-là. Ça serait déjà pour nous un excellent point de départ. Je pense que, étant donné que dans les travaux du comité, moi, personnellement, je ne veux pas parler pour Marie-André, mais personnellement, j'estime que rencontrer un seul membre des familles n'est clairement pas suffisant quand vient le temps de se prononcer sur les besoins des familles. Alors, moi, je pense que c'est notre devoir d'aller se faire entendre à la personne. Puis justement, il y a 3 mois, bien, prenons le temps de se rencontrer. Ça va vraiment nous faire plaisir de le faire d'une façon très pacifique. Clarifier quand vous dites ça, c'est que vous dites que le comité a rencontré seulement un représentant de toutes les familles à travers le pays pour établir ses recommandations. Au cours de ces travaux, parmi la liste d'invités, il y avait seulement un membre, un monsieur Thomas. Son nom m'échappe, mais je sais que son épouse s'est suicidée, qui était une militaire. Alors, c'est monsieur qui a été rencontré. Et au meilleur de ma connaissance, c'est la seule personne. Est-ce que vous avez fait des demandes pour intervenir à ce comité-là? Oui. Les deux, chacune de notre côté, on s'est fait offrir la possibilité. Ce que je crois qui est arrivé, je crois que les travaux ont peut-être été reportés suite au décès de M. Flaherty. Alors, je pense que ça a décalé, mais on ne nous a pas rencontrés, personne. Question pour vous, peut-être que Mme Mallette, vous pouvez répondre aussi. Quand vous allez rencontrer M. Fantino, comme il y a eu un peu de recul depuis la semaine dernière, quand vous allez vous asseoir devant lui, qu'est-ce que vous allez lui dire? La première des choses. Je vais lui dire merci beaucoup. Je vais lui dire merci parce que sans cet événement-là, que je ne qualifierais pas de malheureux, sans cet événement-là, je n'aurais pas reçu l'appui de tant de personnes et de tant d'organismes. Alors, c'est la première chose que je dois lui dire, c'est merci, au sens large. Je vais aussi le remercier de nous écouter. Je vais dire, je suis humaine, là. Je vais dire, moi, on n'a pas l'intention de se rendre là puis de partir en guerre. On veut travailler main dans la main. C'est ce qu'on a compris, c'est ce qu'on prône. Avec nos conjoints qui sont atteints d'un syndrome de stress post-traumatique, il faut travailler avec eux. Bien, nous tendons la main à M. Fantino, et d'une façon très pacifique. Mais on pense que c'est sa responsabilité, puis c'est son devoir d'écouter les revendications, de prendre le temps d'écouter des citoyennes, notamment de son pays qu'il représente. Savez-vous, comprenez-vous, vous expliquez-vous pourquoi vous n'êtes pas plus nombreuses à faire ces revendications-là? Ça va me faire plaisir de mettre à votre disposition les dizaines de courriels, de messages que j'ai reçus de gens qui vivent exactement la même chose. Il faut comprendre quelque chose. On vit dans une culture du silence. Veux-tu poursuivre là-dessus? Mais je pense qu'on s'isole aussi parce que, à un moment donné, on devient tanné d'expliquer pourquoi mon conjoint est parti dans le milieu d'une conversation parce qu'on parlait d'une césarienne. Parce que lui, ça lui a rappelé des choses. On est tanné d'expliquer pourquoi, quand on débarque de la voiture puis qu'il y avait l'odeur du diesel, que mon conjoint a fait une crise de panique puis qu'il n'est pas capable de parler. On est tanné d'expliquer ça. On est tanné de se faire dire aussi, ben voyons donc. Donne-toi un coup de pied dans le derrière, ça va s'en aller. Ça s'en va pas. Je qualifierais un syndrome de choc post-traumatique au même sens qu'une amputation. Un membre, ça ne repousse pas. Quand on est affecté par le syndrome du choc post-traumatique, ça reste là pour le restant de nos jours. On peut devenir fonctionnel, oui, mais on peut rester traumatisé pour le restant de nos jours et pas fonctionnel. J'aimerais juste faire du pouce là-dessus. J'aimerais vous rappeler qu'avant qu'un militaire, ancien combattant, reconnaisse, accepte le diagnostic, ça peut prendre des années. Par conséquent, lui ne veut pas que ça se sache. Il faut comprendre qu'on vit avec des hommes qui ont volontairement choisi de garder le silence de peur que ça affecte leur carrière.
Par conséquent, cette culture du silence-là est également transférée aux conjointes. Et deuxièmement, juste avant de comprendre ce qu'on vit nous-mêmes, là, parce que moi, je suis une civile, je n'ai pas connu la vie militaire avant. Là. Avant de comprendre, je veux dire, ça fait 8 ans que mon mari est traité et c'est aujourd'hui, puis croyez-moi, j'ai toujours été une verbomoteur, là. Mais c'est juste que moi-même, je ne réalisais pas, je ne comprenais pas. C'est la raison pour laquelle, mais du support, des appuis, croyez-moi, on s'organise cet été. On va se mobiliser, puis on va être de plus en plus nombreuses à chaque fois. Merci. Autre question? Merci beaucoup tout le monde.